Rio se réveille et se retrouve dans un royaume de nuages avec un ange debout devant lui. Tout d'abord, l'ange l'informe qu'il est récemment mort, mais il lui dit aussi que Rio n'ira pas dans l'au-delà. Pour faire court, ce maudit camion a encore frappé. Alors maintenant Michael doit envoyer Rio dans un autre monde pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie. D'après les informations que Michael possède, Rio ne recevra aucune mission ou tâche spéciale à accomplir dans le nouveau monde, il est donc libre de faire ce qu'il veut. Rio dit qu'il aimerait vivre une vie lente et relaxante, et Michael est d'accord avec ça, mais d'abord, il doit donner à Rio un aperçu de base du monde dans lequel il va se réincarner. C'est un monde magique appelé Phi, et environ 20% de la population peut lancer des sorts avec leurs éléments naturels. Cela dit, l'élément avec lequel Rio est le plus compatible est l'eau, et comme il a demandé une vie lente et relaxante, Michael a pris la liberté de préparer une petite maison avec un kit de démarrage et une barrière autour pour éloigner les monstres. Dans le cadre de son kit de démarrage, Michael a également préparé une maison de glace avec 2 mois de nourriture en stock, donc Rio n'aura pas à s'inquiéter de la faim pendant un moment. Il a aussi acheté un livre avec des descriptions détaillées de tous les monstres que Rio pourrait rencontrer dans la région. Cela sera utile lorsque Rio rencontrera finalement les bêtes de la forêt, mais pour l'instant, il veut essayer sa nouvelle magie. Il sort dehors et crie l'incantation « boule d'eau », faisant apparaître une sphère d'eau dans sa main, donc la magie semble beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Mais il peut aussi le faire simplement en pensant à une boule d'eau, donc l'incantation n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant qu'il sait qu'il peut utiliser la magie, il se dirige directement vers le bain public et commence à remplir la baignoire d'eau, mais il réalise vite qu'il ne sait faire que de l'eau tiède. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse profiter d'un bain qui n'est pas chaud, alors il sort et commence immédiatement à travailler sur un feu pour chauffer l'eau, mais malheureusement, il n'a aucune idée de comment allumer un feu comme ça. Il finit par abandonner et s'allonge sur le dos, mais ensuite il regarde le soleil et a une bonne idée. Rio prend un bassin et le remplit d'eau, puis il essaie de se concentrer pour comprimer l'eau tout en retirant la chaleur. Finalement, de la glace commence à se former, et après un peu plus de pratique, il est capable de façonner la glace en une loupe pour pouvoir utiliser le soleil pour allumer un feu. Il utilise ensuite ce feu pour chauffer un bain de glace, donc à la fin du premier jour, il peut enfin se détendre. Avec ce qu'il a appris en créant de la glace, il devrait être capable de créer de l'eau chaude tout seul s'il ajoute simplement de la chaleur à l'eau, donc il devra commencer à s'entraîner bientôt. Le lendemain matin, Rio prend son petit déjeuner lorsqu'il commence à penser à son avenir. Michael ne lui a donné que 2 mois de nourriture, donc il va devoir aller chasser pour reconstituer ses stocks. Cependant, il est presque sûr qu'un simple couteau ne suffira pas à affronter les monstres de la forêt, alors il décide de commencer à entraîner sa magie offensive. La première chose qu'il fait est d'essayer de tirer une boule d'eau sur un arbre, et ça marche comme prévu, mais une petite boule d'eau ne sera probablement pas très utile en combat. Cependant, il connaît un moyen de renforcer l'impact de l'eau, alors il forme une autre boule d'eau, mais cette fois il concentre toute l'eau en un seul point pour augmenter la pression. C'est une excellente idée en théorie, mais il n'est pas encore assez habile pour y mettre beaucoup de force, donc son jet d'eau équivaut à un pistolet à eau pour l'instant. Rio repense à quelque chose que Michael lui a dit avant sa réincarnation. La magie, c'est une question d'imagination, donc il doit avoir une image claire de ce qu'il essaie de faire et continuer à travailler jusqu'à ce qu'il s'améliore. Après quelques jours de pratique constante, les jets d'eau de Rio commencent à être corrects, mais ils sont encore loin d'être assez puissants pour tuer un monstre. De plus, Rio a aussi réussi à maîtriser la création d'eau chaude, donc il peut maintenant se préparer des bains chauds quand il veut, même s'il doit encore travailler sur le contrôle de la température. Le lendemain matin, il veut recommencer à travailler sur sa magie de glace, alors il sort et essaie de créer de la glace à partir de rien cette fois. Cela demande beaucoup d'efforts, mais il finit par réussir à invoquer de la glace à partir de rien, même si cela a pris 3 à 4 jours ouvrés pour se former, et il n'arrive pas à la lancer aussi facilement que l'eau. Jusqu'à présent, l'entraînement au combat ne s'est pas très bien passé puisqu'aucun des sorts qu'il a imaginés n'a été efficace, mais pendant les heures suivantes, Rio continue de s'entraîner autant qu'il peut jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol, épuisé par la perte de mana. Il décide d'arrêter pour aujourd'hui, mais le lendemain matin, dès que son mana est récupéré, il recommence à s'entraîner. Cela devient la routine quotidienne de Rio pendant les semaines suivantes, et après tout son entraînement, il est maintenant capable de former de la glace instantanément, donc c'est une attaque viable maintenant. Avec son nouvel arsenal de sorts d'attaque enfin complet et ses réserves de nourriture presque épuisées, Rio se rend dans la forêt pour la première fois pour commencer sa chasse. Il repère immédiatement une paire d'empreintes d'animaux, alors il les suit jusqu'à ce qu'il arrive finalement à une rivière voisine. Pendant qu'il est là, il parvient à trouver du silex au bord de la rivière, et il peut l'utiliser pour allumer des feux en le frappant contre le tranchant de son épée. Pendant qu'il est là, il prévoit aussi de cueillir des herbes de détoxification au cas où il en aurait besoin, et soudain, il entend un grognement grave derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il trouve un sanglier inférieur qui le fixe, et il est complètement paralysé. Le sanglier commence à charger Rio,
Mais c'est la première fois qu'il doit se battre pour sa vie, donc il a du mal à penser à ce qu'il doit faire. Juste au moment où le sanglier est sur le point de le frapper, il parvient à se ressaisir et saute sur le côté pour éviter de se faire piétiner, mais il ne semble pas que le sanglier en ait fini avec lui. Heureusement, Rio a finalement retrouvé son calme. Alors que le sanglier court vers lui, il crée une piste de glace pour le faire glisser, puis il forme plusieurs pointes de glace droit sur le chemin du sanglier, entraînant sa mort immédiate et brutale. Après avoir préparé la viande de sanglier, Rio jette un coup d'œil au livre des monstres pour lire à son sujet, et apparemment, le sanglier inférieur est le monstre le plus faible que l'on puisse rencontrer dans cette forêt. Le livre entier est censé être un guide pour les débutants, donc la plupart des monstres qu'il contient sont assez basiques, mais il y a 2 pages supplémentaires à la fin du livre qui semblent importantes. Une page parle des dragons et comment ce sont des créatures assez puissantes pour détruire des villes entières seules. Le livre recommande de fuir immédiatement s'il en rencontre un parce qu'il n'aurait aucune chance de le vaincre, bien qu'il ne pourrait probablement pas le distancer non plus, donc il ferait mieux de demander grâce. Il y a aussi une page ici qui parle de quelque chose appelé un démon, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, donc tout ce que dit le livre est que si vous en rencontrez un, vous êtes condamné. Le lendemain, Rio part chasser à nouveau, mais alors qu'il ne faisait pas attention, il est soudainement attaqué d'en haut par un faucon assassin géant. Le faucon peut utiliser la magie du vent pour trancher sa proie, donc Rio est obligé de courir tout en créant des boucliers de glace pour bloquer le vent tranchant. Il sait à quel point les faucons sont difficiles à affronter, donc il préférerait ne pas se battre, mais il n'a aucun moyen de le distancer, donc sa seule option pour l'instant est de riposter. Il lève la main et commence à lancer ses jets d'eau, mais le faucon parvient à esquiver son attaque et plonge avec la magie du vent pour frapper Rio. Cependant, Rio réagit à temps pour créer un bouclier de glace, en taillant l'œil du faucon et le faisant s'écraser tête la première au sol. Quelques instants plus tard, le faucon reprend conscience, bien que son œil ait été définitivement endommagé, donc il s'envole pour battre en retraite. Mais avant de partir, il jette un dernier regard à Rio pour mémoriser son visage, parce que maintenant le faucon a une rancune personnelle contre lui. Rio est soulagé d'avoir survécu, mais ce n'est vraiment pas ce à quoi il s'attendait pour sa nouvelle vie relaxante. Pendant que Rio était poursuivi par le faucon, il a couru si loin qu'il s'est perdu dans la forêt jusqu'à tard dans la nuit, et alors qu'il essayait de retrouver son chemin vers la maison, il tombe sur un lac brillant avec un Dulahan debout au milieu, et il semble qu'il a repéré. Au fil du temps, Rio continue son entraînement, et maintenant il est capable de chasser et de conserver sa nourriture avec une relative facilité. Sa magie de l'eau est aussi devenue beaucoup plus puissante, lui permettant de créer des plaques de glace tranchantes et de les faire tomber avec une grande force en un instant. Son jet d'eau est aussi devenu assez puissant pour trancher facilement la roche solide, donc ses capacités de combat sont plutôt bonnes maintenant. Mais la magie de glace n'est pas le seul entraînement qu'il a fait récemment. Depuis ce jour où il a été repéré par le Dulahan, il est sorti dans la forêt tard chaque nuit pour l'affronter. Les cavaliers sans tête n'étaient pas du tout mentionnés dans le guide des monstres, donc ce n'est soit pas un monstre, soit c'est simplement trop avancé pour le guide des débutants. Quoi qu'il en soit, Rio prévoit toujours de le combattre, alors il charge avec son bâton de glace et commence à frapper. C'est plus une session d'entraînement qu'un vrai combat parce que le Dulahan surpasse Rio en force et en compétence, mais Rio fait toujours de son mieux pour bloquer les attaques du Dulahan avec ses boucliers de glace, bien qu'il finisse par être vaincu en quelques secondes. Le Dulahan n'a jamais dit un mot à Rio, mais pour une raison quelconque, Rio a l'impression qu'il a pris le rôle d'un professeur essayant de le mettre en forme. Juste à ce moment, le Dulahan lève son épée et utilise la magie de l'eau pour prolonger sa lame. Rio est surpris d'apprendre que le Dulahan peut aussi utiliser la magie de l'eau, mais après avoir démontré comment fonctionne l'épée, il la donne à Rio et marche sur le lac. Plus tard, Rio était parti chasser comme d'habitude quand il a été soudainement attaqué par le même faucon assassin que la dernière fois. Il ne se souvient pas qu'il était noir la dernière fois qu'il l'a vu, donc il suppose qu'il a dû travailler dur pour évoluer juste pour revenir pour une revanche. Le faucon plonge vers Rio et lance plusieurs coups de vent, donc Rio érige 5 couches de murs de glace pour se protéger. Cependant, depuis qu'il a évolué, les coups de vent du faucon sont si puissants qu'il brise instantanément tous les murs de glace de Rio, et maintenant il commence à être vraiment nerveux. Il commence à courir à travers le champ tout en érigeant des murs de glace pour bloquer les attaques, et quand il voit enfin une ouverture, il contre-attaque en lançant plusieurs pointes de glace. Cependant, le faucon a réussi à esquiver les pointes avec une soudaine explosion de vitesse, et ce n'est pas tout. Il ouvre la bouche et crie à une fréquence qui interfère avec la magie de Rio, donc tous ses boucliers de glace disparaissent, et il est pratiquement sans défense. Mais le faucon n'a toujours pas fini, donc il commence à planer devant Rio, et il peut dire que quelque chose de gros arrive, mais il ne sait pas quand. Quelques instants plus tard, Rio peut sentir l'électricité dans l'air alors qu'un éclair est tiré droit sur lui, et une attaque comme ça aurait été fatale, mais heureusement, il a pu utiliser un bâton comme paratonnerre et sauter pour se sauver.
Pendant que Rio se remet du choc partiel qu'il vient de recevoir, le faucon descend et essaie de l'achever avec ses serres, mais à la dernière seconde, Rio sort son épée de glace et part l'attaque. Le faucon l'affronte encore quelques fois, mais grâce à tout l'entraînement de Rio avec le Dulahan, il est capable de repérer rapidement une brèche dans les défenses du faucon et de le poignarder dans le cou. Après que le faucon est tombé au sol, Rio s'approche de lui parce qu'il peut comprendre ce qu'il ressent. Il a perdu un œil à cause de Rio, donc il voulait désespérément prouver qu'il était plus fort que lui, c'est pourquoi il a évolué en premier lieu, mais Rio a aussi passé son temps à essayer de devenir fort, donc à la fin, le faucon a quand même perdu. Après ça, Rio commence à rentrer chez lui, mais à sa grande surprise, il est soudainement confronté à un dragon. Il se souvient de ce que le livre disait sur les dragons étant invincibles, donc il pense qu'il est condamné, mais à sa surprise, le dragon commence à lui parler par télépathie. Le dragon ne semble pas vouloir blesser Rio d'aucune façon. En fait, il est juste coincé ici parce qu'il cherche actuellement un faucon noir qui est passé par ici, donc il se demandait si Rio l'avait vu dans les parages. Rio est content que le dragon ne soit pas hostile, mais il parle probablement du faucon qu'il vient de tuer, donc il s'excuse profondément et explique que le faucon l'a attaqué, donc il n'avait pas d'autre choix que de le tuer. Le dragon est surpris d'entendre qu'un humain comme Rio a pu tuer un faucon, mais il ne semble pas trop contrarié. D'un autre côté, le dragon est plutôt intrigué par l'épée que Rio porte parce qu'il la reconnaît comme celle du roi des fées, et pour qu'il l'ait donnée à un jeune garçon, Rio a dû faire quelque chose pour gagner ses faveurs. Le dragon a pris Rio en affection, et Rio a quelques questions qu'il espérait poser puisqu'il n'a toujours pas beaucoup d'informations sur ce monde. Lui et le dragon finissent par parler pendant quelques heures jusqu'à tard dans la soirée, mais leur conversation est interrompue parce que le dragon doit rentrer chez lui maintenant. Rio le remercie d'avoir répondu à ses questions, et le dragon le remercie aussi parce que ça fait une éternité qu'il n'a pas eu une conversation aussi intéressante. Ils se disent au revoir, mais pendant ce temps, Michael est au paradis en train de revoir les papiers de la réincarnation de Rio quand il remarque quelque chose qu'il a manqué plus tôt. Il semble que Rio ait reçu le trait caché de jeunesse éternelle pour une raison quelconque, et Michael trouve ça étrange parce qu'il n'a pas vu quelqu'un avec un trait caché depuis qu'il a envoyé une héroïne à Phil il y a 10 000 ans. Un jour, Rio se rend à la plage parce qu'il a eu récemment une envie de sel, mais lorsqu'il arrive, il trouve l'épave d'un navire échoué. Il s'approche du navire pour voir s'il y a des survivants et découvre un corps gisant à côté. Mais en vérifiant, il se rend compte que l'homme est déjà mort, donc il ne peut rien faire pour l'aider. Cependant, à ce moment-là, Rio entend un grognement de l'autre côté de la plage. Il regarde dans cette direction et est heureux de voir que quelqu'un a en fait survécu au naufrage. Le navire a été détruit par un monstre marin géant pendant une tempête massive. Alors Abel était certain qu'il allait mourir en mer. Mais à sa grande surprise, il se réveille dans un lit chaud. Tous ses affaires ont été posées sur la table à côté de lui, alors il les prend et commence à explorer les lieux, car il ne sait pas où il se trouve. Il sort dans l'espoir de repérer un point de repère, mais tout ce qu'il voit autour de la maison est une épaisse ligne d'arbres. C'est alors que Rio sort de la maison et dit qu'il est content de voir Abel debout. Abel est choqué de réaliser que Rio est là, car il n'a pas du tout senti son approche. Mais à part ça, il trouve que Rio est habillé de manière très étrange. Il s'apprête à demander pourquoi Rio n'a aucun sens du style, mais il se ravise en réalisant que ce serait impoli de dire ça d'emblée. À la place, il remercie d'abord Rio de lui avoir sauvé la vie. Rio répond qu'il n'y a pas de quoi le remercier, car tout ce qu'il a fait, c'est transporter le corps d'Abel ici. Malheureusement, Abel était le seul encore en vie quand Rio les a trouvés, donc tous les autres à bord du navire sont morts depuis longtemps. Abel est un peu surpris que d'autres personnes se soient échouées avec lui, mais il explique à Rio qu'il n'a pas le temps de trop s'inquiéter de leur mort, car tous les autres à bord étaient des passeurs illégaux. Rio ne sait pas exactement ce qu'Abel entend par « passeur », mais pour l'instant, Abel doit avoir très faim après un tel naufrage, alors Rio lui propose de lui préparer à manger. Pendant qu'il mange, Abel finit par demander à Rio pourquoi il ne porte qu'un pagne. Rio explique qu'il n'a tout simplement pas d'autres vêtements. Abel demande pourquoi Rio ne va pas acheter des habits, mais il s'arrête, pensant que Rio n'a peut-être pas assez d'argent pour se payer des nécessités, et que ce serait mal poli d'aborder le sujet. Rio est effectivement fauché en ce moment, mais même s'il avait de l'argent, il ne pourrait rien acheter car il n'y a ni ville ni village près de chez lui. Abel est choqué d'entendre ça, mais pour quelqu'un qui vit seul ici, il est impressionné par la façon dont Rio se débrouille. Il lui demande s'il a utilisé le couteau sur la table pour chasser la viande qu'il mange, mais Rio répond que le couteau sert surtout à dépecer ses prises. Quand il chasse, il utilise généralement sa magie de l'eau, et pour le prouver, il crée un peu d'eau pour remplir une cruche. Abel est émerveillé, car même dans les plaines centrales, seule la moitié des gens savent utiliser la magie. Rio, quant à lui, est surpris d'apprendre que la magie est si répandue, car Michael lui avait dit que seulement 20% de la population pouvait manier la magie. Après le déjeuner, Abel demande à Rio de le ramener à l'épave, car il a besoin d'y vérifier quelque chose.
Rio accepte de le guider jusqu'à la côte, et pendant leur marche, Abel demande pourquoi Rio n'utilise pas de bâton magique alors qu'il est magicien. Rio est un peu confus, car il n'en a jamais eu besoin, mais Abel réalise alors que si Rio ne peut même pas acheter des vêtements, il ne peut évidemment pas se procurer un bâton non plus. Pour se faire pardonner sa maladresse, Abel propose à Rio de le laisser s'occuper de tous les combats s'il rencontre des problèmes en chemin. Rio essaie de lui dire que ce ne sera pas nécessaire, car il peut déjà gérer toutes les menaces de la forêt seul, mais Abel insiste, voulant contribuer à sa manière. Ils finissent par arriver à l'épave, mais à la surprise de Rio, tous les corps ont disparu. Il pense qu'un monstre a dû venir les manger à un moment donné, et qu'Abel a eu beaucoup de chance que Rio l'ait trouvé avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Après avoir fouillé l'épave un moment, Abel se rend compte que ce qu'il cherche n'est pas là, alors il arrête de chercher. Rio lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Abel répond qu'il va rejoindre ses amis, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Se rendre à la ville de Long serait un bon début pour retrouver ses amis, mais il est presque certain qu'ils sont bien plus au sud de Long, et il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour rentrer. Il craint de devoir se préparer à un long voyage solitaire, mais il a alors une idée et demande à Rio s'il veut l'accompagner. Rio est un peu stupéfait par cette offre, mais Abel explique qu'il ne connaît pas du tout cette région et qu'il aurait vraiment besoin d'un guide pour rentrer. Rio y réfléchit un instant et réalise qu'il n'a pas vraiment de raison de rester ici. Il est aussi curieux d'en apprendre plus sur les autres habitants de ce monde, alors il accepte d'accompagner Abel. Cependant, il a quelque chose à régler d'abord et demande s'ils peuvent partir demain matin. Abel n'a aucune objection, alors il retourne à la maison de Rio pour l'instant. Plus tard dans la soirée, Rio se prépare à sortir seul dans la forêt. Abel trouve bizarre que Rio veuille aller voir quelqu'un à cette heure, surtout après avoir dit qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs, mais il ne veut pas trop s'immiscer dans les affaires personnelles de Rio, alors il ne dit rien. Rio se rend dans la forêt et finit par rencontrer Dulahan. Il lui annonce qu'il va quitter la forêt pour un certain temps et que ce sera peut-être leur dernier entraînement ensemble pour un moment, alors il compte se battre à fond. Rio brandit son épée et charge Dulahan, qui parvient toujours à bloquer toutes ses attaques. Mais Rio s'est tellement amélioré que ses coups sont assez puissants pour repousser Dulahan pour une fois. Cependant, Dulahan est bien plus compétent que Rio, et après un long combat, Rio s'effondre à genoux, vaincu. Leur match terminé, Dulahan commence à marcher lentement vers le lac. Rio se relève et le remercie pour tout l'entraînement qu'il lui a offert. C'est grâce à l'aide de Dulahan que Rio a pu survivre si longtemps dans cette forêt, et Dulahan considère désormais Rio comme son précieux élève. En guise de cadeau d'adieu, il lui offre une robe spéciale, et Rio est très reconnaissant. Le lendemain matin, Rio et Abel sont enfin prêts à partir. En s'éloignant, Rio dit un dernier au revoir à sa première maison dans ce monde. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il rencontre rapidement un sanglier monstrueux. Abel demande à Rio de reculer et de le laisser s'en occuper. Il tire son épée et charge le sanglier en criant une technique de combat appelée « empalement total ». En un instant, un trou traverse le corps du sanglier. Rio est impressionné par ce qu'il vient de voir et demande à Abel ce que sont les techniques de combat. Abel explique que ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie combattent avec des techniques appelées « skills » qui leur permettent d'accomplir des choses incroyables, comme ce qu'Abel vient de faire au sanglier. Après une journée de marche dans la forêt, ils arrivent finalement dans une zone marécageuse, mais elle est remplie d'hommes lézards. Abel préfère éviter tout combat et propose de faire un détour par les bois. Cependant, pendant leur détour, Rio sent quelque chose les approcher lentement. Il attire l'attention d'Abel et l'informe que les hommes lézards les suivent. Abel dit qu'ils vont devoir les affronter et prépare son épée, mais Rio lui dit qu'ils sont trop nombreux pour qu'Abel puisse les combattre seul. S'il compte les vaincre avec de la magie, Abel ne comprend pas comment Rio compte battre un groupe d'hommes lézards à lui seul. Mais alors que les lézards émergent des arbres, Rio les abat instantanément avec plusieurs pics de glace. Abel est choqué par ce qu'il vient de voir, mais ils sont encore en plein combat, alors il devra garder ses questions pour plus tard. Une fois tous les hommes lézards neutralisés, Abel demande à Rio d'expliquer quel sort il vient d'utiliser. Rio ne comprend pas la question, car il a simplement lancé plusieurs sorts de glace ordinaires, mais d'après ce qu'Abel sait, un mage ne devrait pouvoir lancer qu'un seul sort à la fois. Abel tient cette information d'un mage du vent, alors Rio pense que la limite d'un sort à la fois doit être spécifique à la magie du vent, car il n'a jamais eu de problème à lancer plusieurs sorts d'eau en même temps. Avant de repartir, Rio crée un verre d'eau pour Abel, car ils doivent rester hydratés. Mais Abel remarque que l'incantation utilisée cette fois est différente de celle utilisée précédemment pour créer de l'eau, et cela éveille sa curiosité. En réalité, Rio n'a même pas besoin d'incantation, il trouve juste que ça a l'air cool, mais il ne veut pas qu'Abel le trouve bizarre, alors il fait comme si de rien n'était. Ils finissent par sortir de la forêt et arrivent dans une plaine dégagée, mais sans s'en rendre compte, ils ont pénétré dans un territoire de golems de pierre.
Abel et Rio doivent esquiver les rochers qu'on leur lance. C'est la première fois que Rio voit des golems de pierre, et il est surpris, car ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'il imaginait. Abel court en avant et essaie d'utiliser sa technique empalement total sur les golems, mais bien qu'il parvienne à percer un trou dans l'un d'eux, le golem se referme instantanément. Il ne pourra pas avancer comme ça. Comme les golems peuvent se régénérer, Rio pense qu'il faut les détruire en une seule attaque, et il a justement le sort parfait pour ça. Il demande à Abel de s'écarter, car il veut essayer quelque chose. Une fois Abel en sécurité, Rio utilise sa magie pour invoquer un glaçon, un très gros glaçon. Il laisse ensuite tomber le glaçon sur 2 des golems, et même lui est un peu effrayé par la puissance destructrice de cette attaque. Il fait la même chose avec les autres golems jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, mais celui-ci ne bouge plus pour une raison inconnue. Rio suppose que les golems puisaient leur énergie dans le sol pour attaquer, alors maintenant que celui-ci est tombé, il ne peut plus rien faire. Il repère aussi une énorme pierre magique au fond du golem et prévoit de l'emporter, mais c'est dommage qu'il ne puisse pas en récupérer plus, car tous les autres golems ont été écrasés. Ils installent leur campement pour la nuit, et pendant leur conversation, Abel mentionne que les donjons abritent des monstres comme les golems. Dès que Rio entend le mot « donjon », il s'enthousiasme et demande pourquoi Abel n'en a pas parlé plus tôt. Abel ne pensait pas que Rio serait si intéressé par le sujet, mais s'il veut vraiment voir un donjon, alors il a de la chance, car le seul donjon des plaines centrales se trouve à Long, la ville où ils se rendent. Rio demande s'il y a autre chose qu'il devrait savoir, alors Abel lui demande s'il connaît les nains et les elfes. Rio en a un peu entendu parler, mais il veut plus de détails. Abel explique que les nains sont des gens petits et forts, doués pour l'artisanat, et qu'il y en a pas mal à Long. Quant aux elfes, la plupart vivent dans les forêts et n'interagissent pas souvent avec les humains, donc Abel ne connaît qu'un seul elfe à Long. Le lendemain matin, ils continuent vers le nord, et Rio dit qu'une fois qu'ils auront passé les montagnes là-bas, ils trouveront la civilisation humaine. Abel a essayé de ne pas trop s'immiscer dans les affaires personnelles de Rio, mais il est très curieux de savoir comment Rio peut connaître la route alors qu'il n'est jamais allé dans un village humain. En réalité, Rio a obtenu ces informations lors de sa conversation avec le dragon, mais il est sûr que cette révélation affolerait Abel, alors il lui dit qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas. Quelques instants plus tard, Rio sent une présence terrifiante à proximité, et à leur horreur, il se retrouve face à un griffon géant. Aucun des deux n'est de taille à affronter un tel monstre, alors Rio réagit vite et sort de sa besace la viande qu'il avait gardée pour plus tard, qu'il lance en l'air. Abel fait de même, et le griffon attrape aussitôt la viande. Il a maintenant assez de nourriture pour la journée et décide de les laisser tranquilles. Ils sont tous deux extrêmement soulagés d'avoir survécu. Abel dit que des monstres comme les griffons n'ont pas été aperçus près des humains depuis des siècles, donc cette montagne doit probablement éloigner les monstres les plus puissants de la civilisation. Mais si c'est le cas, alors il risque d'en rencontrer encore plus ici, et il semble qu'il ait raison, car peu après, il tombe sur un groupe de wyvernes. Abel pense qu'il devrait faire un détour pour les éviter, mais cela prendrait trop de temps en montagne. De plus, même si le griffon était trop fort pour Rio, il sait qu'il est assez puissant pour battre les wyvernes. Il sort donc de sa cachette et utilise plusieurs lances de glace pour les abattre. Abel est stupéfait de la facilité avec laquelle ils les ont vaincus, car il faut habituellement 20 aventuriers pour venir à bout d'une wyverne, mais tant qu'il s'en sort indemne, il ne va pas se plaindre. Rio et Abel continuent ensuite à travers la montagne, combattant les monstres sur leur passage, et finissent par atteindre l'autre côté. Ils sont désormais un peu plus près de la civilisation. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.